Aujourd'hui, on va parler de l'Halloween. La fête de l'Halloween. Vous l'avez fêtée, là, récemment. Mais ça origine d'où, l'Halloween? Ça vient de où, ça? On va remonter pas mal loin dans le temps, par exemple. Il y a 2500 ans. Ça, c'est beaucoup d'années. Il y avait un peuple en Europe qui s'appelait les Celtes. Et les Celtes, eux autres, ils fêtaient la nouvelle année à ce temps-ci. À la fin d'octobre, début novembre, pour eux autres, c'est la nouvelle année qui commençait. Ils appelaient ça le temps de la noirceur puis le temps de la terre stérile. Parce que là, on le sait, là, qu'il commence à faire noir de bonne heure, hein? Puis on s'en allait vers l'hiver, ça fait qu'on sait que la terre, on ne pourrait plus cultiver. Alors, leur année, eux autres, ils changeaient à ce moment-là. Mais dans leur croyance, là, il y avait 3 journées entre l'ancienne année puis la nouvelle année qui étaient comme dans le vide, qui n'existaient pas, là, ni dans la nouvelle année, ni dans l'ancienne année. C'était comme une brèche dans le temps. Puis dans cette brèche-là, dans le temps, les morts pouvaient revenir sur la terre des vivants. Puis eux autres, là, dans ces 3 jours de fête-là, il y avait une journée qu'on fêtait, on disait les héros. Alors, tous les héros qu'on avait là, dans notre mythologie, tout ça. Il y avait une autre journée, c'était pour les morts. Puis la 3e journée, on fêtait la nouvelle année. Ça s'appelait le Samhain. Mais imaginez-vous donc, il y a 2500 ans, là, comme il y avait bien peur de ça, les morts qui pouvaient revenir sur Terre, bien, ils faisaient des sacrifices pour apaiser les morts. Des sacrifices, ils sacrifiaient des animaux, même des humains. Ils brûlaient des humains, imaginez-vous donc, une chance qu'on n'est plus comme ça. Et puis là, ça a évolué dans le temps. Puis là, à un moment donné, ce qu'ils faisaient, là, ils faisaient des feux dans un âtre. Un âtre, en réalité, c'est un foyer. Puis là, ils faisaient brûler des noix, des noisettes, des amandes. On s'entend que c'est un petit peu moins pire. Mais on continuait toujours à croire que les morts pouvaient revenir dans le domaine des vivants à ce moment-là. Hey. Et puis là, bien, la religion chrétienne a été fondée. Le Christ est arrivé. Là, il y a eu la religion qui est partie avec Jésus. Hein? Puis en 900, les prêtres ont dit, ça n'a pas d'allure, cette histoire-là, de penser que les morts peuvent revenir dans le domaine des vivants. On va essayer de remplacer ces fêtes ils appelaient ça des fêtes païennes par des fêtes religieuses. Fait que là, ils ont décidé qu'ils feraient une journée le 1er novembre, ça serait la Toussaint. En réalité, la Toussaint, c'est comme les héros des chrétiens. C'est tous les saints. Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jean, qu'on fête. La 2e journée, le 2 novembre, c'est la fête des morts. Fait que ça ressemblait un peu, hein, mais avec des fêtes chrétiennes. Mais les gens ont continué à penser que les morts, il y avait une brèche dans le temps, puis qu'ils pouvaient revenir à ce moment-là de l'année. Puis là, il y a des gens qui se promenaient dans les rues le soir, dans les grandes villes, puis ils disaient « Réveillez-vous, gens endormis, priez pour les trépassés. » Les trépassés, c'est ceux qui sont morts. Imaginez-vous donc, là, vous êtes couchés, puis d'un coup, ça crie « Réveillez-vous, gens endormis, priez pour les trépassés. » Là, tout le monde se levait, puis ça faisait des prières. Le temps continuait à passer. On est rendu en 1500. Là, on est en Écosse puis en Irlande. Puis là, à ce moment-là, là, ça est venu que c'était des enfants qui se déguisaient, puis qui passaient par les maisons, puis qui demandaient aux gens ce qui était le tribut aux morts, puis ils disaient, disons, un bonbon ou une farce. Ça voulait dire, si tu ne me donnes pas un bonbon, je vais te jouer un tour. Puis ils se promenaient déguisés. Comme aujourd'hui. Oui. Puis ça, ils faisaient ça le 31 octobre, la veille de la Toussaint. Puis, oui, c'est ça. Puis la Toussaint, eux autres, à l'époque, là, la veille de la Toussaint, ça se disait, mon anglais n'est pas tellement bon, mais All Hallowed Even, ça voulait dire la veille de la Toussaint. Puis en abrégeant, ça faisait Halloween. Alors le mot Halloween, ça veut dire veille de la Toussaint. Puis ça revient à vouloir avoir un tribut pour les morts qui remonte à très, très, très loin. Puis c'est devenu une fête pour les enfants où on demande des bonbons. Mais on pensait vraiment là, que le 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre, les morts pouvaient revenir dans cette brèche-là. On a cru ça pendant longtemps. D'autres, on sait aujourd'hui que c'est pas vrai, mais ça reste que dans les costumes de l'Halloween, souvent, il y a des fantômes, il y a des choses, des squelettes. Alors, ça vient de là, tout ça. Mais ici, nous autres, au Québec, là, on n'est pas des traditions anglaises, on venait de France. Alors, en France, ça ne se fêtait pas l'Halloween. Fait que nos ancêtres, eux autres, ils fêtaient la Toussaint.
Puis la journée des morts, là, c'était une journée où on allait à la messe. Chaque journée, on allait à la messe, puis on ne travaillait pas. C'était des journées de congé. Puis la journée des morts, là, le 2 novembre, bien là, on allait au cimetière dire des prières pour nos morts. Puis après la messe aussi, il y avait ce qu'on appelait une criée, sur le perron de l'église. Une criée, là, c'est que chacun apportait quelque chose à vendre. Tu pouvais apporter, je sais pas moi, une anguille, c'était le temps de l'anguille. Une anguille, une douzaine d'œufs. Ah, une citrouille, pourquoi pas, c'est le temps des citrouilles et tout ça. Puis là, il y avait quelqu'un en avant qui disait, bon, qui donne 1 cent pour mon anguille, 1 cent, 2 cents, 3 cents. Puis là, ça montait jusqu'à temps que quelqu'un disait 10 cents. Là, c'est le plus haut montant. Comme les enchères? Oui, c'est en plein ça, comme des enchères. Puis là, ben, la personne, elle avait... Puis avec cet argent-là, ben, on faisait dire des messes pour les personnes qui étaient mortes. Fait que c'était comme revenir un peu à penser à nos défunts, leur faire dire des messes, aller prier au cimetière, mais là, on ne pensait plus qu'ils revenaient. On ne pensait plus, mais c'est encore drôle. Je vais vous dire une affaire, des fois, là, il y en a encore qui croyaient qu'il y avait des revenants. On va t'en compter des affaires de revenants tantôt. Hey. Puis tranquillement, pas vite, là, bien, il est venu ici des Anglais, des Écossais, des Irlandais, puis là, ils ont emmené leur fête à eux autres qui s'appelle l'Halloween. Puis dans les années 1900, ça a commencé un petit peu dans les grandes villes. Parce qu'eux autres, ils avaient leur tradition. Puis là, les Canadiens français, ils ont commencé à prendre tranquillement ces traditions-là. Mais si on regarde ici, là, dans nos régions, là, dans les années 1960, ça se faisait pas beaucoup, l'Halloween. Ça a commencé un petit peu tranquillement. Puis après ça, là, aux grands-parents, là, l'Halloween, ils n'ont pas dû bien fêter ça. Puis ça s'est implanté, puis maintenant, bien, c'est une grande fête. Partout, là, on fête l'Halloween. Bon. Mais les revenants, c'était l'époque des revenants. On l'a dit, il y a une brèche dans le temps. Alors, toutes les affaires qu'on pouvait se compter de peur, on se les comptait. Je vais vous en conter une légende, c'est le fantôme de la Roche. Ça se passe en 1764 quand ça commence, ma légende. C'était Augustin Fraser. Vous vous rappelez l'autre jour quand je vous ai parlé de l'incendie de la Côte-du-Sud, là, puis la bataille des plaines d'Abraham, j'avais apporté mon gros boulet, là. Mais ce Fraser-là, lui, il avait combattu avec les Anglais, il avait conquis le Québec. Puis il a décidé de rester par ici. Puis il a marié de quelqu'un par ici, une fille de Beaumont. Puis là, bien, il était marchand à Québec, Fraser. Et puis, c'était quelqu'un qui ne faisait pas de crédit. Crédit, là, c'est quand tu vas aller acheter quelque chose à quelque part puis que tu ne payes pas tout de suite. Puis lui, il ne voulait pas de ça. Mais à l'époque, c'était bien à la mode de faire du crédit. Il n'y a presque pas de marchand qui ne faisait pas de crédit. Mais lui, il disait, on va faire du crédit, ils ne seront pas capables de me payer, puis je vais faire faillite. Pas question de faire de crédit. Fait que lui, il ne faisait pas de crédit. Une bonne journée, on était à l'automne, il était dans son magasin, il en trouve la porte, puis il regardait passer les gars, ça s'appelait des voyageurs. Les voyageurs, ça, c'est des gars qui étaient pour monter l'hiver, monter, là, dans l'Outaouais. Ça, l'Outaouais, là, c'est que tu passes Québec, Montréal, puis tu montes, là, plus loin, là. Ça s'appelle dans l'Outaouais. Ils montaient dans les bois. Puis les gars, ils passaient, se préparaient, là, puis ils s'en allaient prendre des canaux, prendre le fleuve pour monter, là, dans l'Outaouais. Puis ils chantaient une chanson. Je sais pas, là, je sais pas si vous l'entendez au loin, là, ça chante un peu. Ah, v'là l'automne qui est arrivé, tous les voyageurs vont monter. Nous n'irons plus voir nos blondes, dans les chantiers nous hivernerons. Dans les chantiers nous hivernerons, dans les chantiers nous hivernerons. Ils chantaient ça, les gars, tout joyeux de partir pour l'hiver pour faire de l'argent. Oui, une belle chanson, hein? Puis lui, il écoutait ça, il avait entrouvert sa porte, puis il écoutait ça. Puis d'un coup, il voit un gars qui avance vers lui. Il dit hey, Capitaine Fraser, parce que c'était son grade, ça, quand il était dans l'armée. Fait que là, le capitaine, il regarde, il a le soleil dans les yeux, il voit pas bien. Il dit approche, que je vois c'est qui. Fait que là, il approche. Ah, il dit c'est Martial Dubé. Il dit oui, capitaine, vous rappelez-vous de ça? Vous m'avez sauvé la vie. Et il dit quand que les Rangers de Gorham sont venus à Beaumont, puis ils ont voulu me scalper. Rappelez-vous, j'avais parlé de ça, qui scalpait aussi des fois. Lui, il a dit non, on ne tue pas tout le monde, on les fait prisonniers. Fait qu'il avait sauvé la vie de Martial comme ça. Il était bien fin, le capitaine Fraser. Là, Martial, il dit, là, capitaine, m'avait déjà sauvé la vie, mais là, j'aurais besoin beaucoup d'aide. Le capitaine Fraser, il dit, comment ça, de l'aide? Mais il dit, là, j'aurais besoin de vêtements pour monter. Je veux monter, moi aussi, dans l'Outaouais avec les voyageurs. Je suis un voyageur, moi aussi. Il faut que j'aille ramasser de l'argent pour cet hiver parce que ma mère, là, est pauvre, est rendue veuve. On est pauvre. Je me suis dit, je vais aller passer l'hiver là, je vais avoir de l'argent. J'aurais besoin d'une chemise de flanelle, mais la moins chère possible. Un couteau, une ceinturon de laine, puis des bottes, on appelait ça des bottes sauvages, des bottes là, pour aller travailler dans le bois, là. Pas des affaires, là, des affaires qu'on faisait maison un peu, là. Fait que là, le capitaine, il dit, oui, j'ai tout ça dans mon magasin, mais là, Martial, il dit, je peux pas payer, par exemple. Ah bien là, le capitaine, il dit « Hey, moi, je fais jamais de crédit. »
Jamais, jamais, jamais. Capitaine, vous m'avez déjà aidé une fois, vous m'avez sauvé la vie, aidez-moi encore. Fait que là, il insistait, le capitaine, il dit, si je te dis oui, tu vas aller compter ça dans les bois aux autres. Le capitaine Fraser me fait de crédit, puis après ça, il va falloir que je fasse crédit à tout le monde. Je peux pas faire ça. Et je vous promets que je dirai pas un mot. Mais c'est dangereux, puisque tu t'en vas. Tu peux te noyer en t'en allant. Et ça arrivait, ça, hein? Comprenez bien, en canot, là, sur le fleuve. Il pouvait se noyer. Ou bien dans les bois, il y avait des dangers. Des fois, il y en a toujours qui ne revenaient pas. Hein? Il y en avait toujours quelques-uns là, qui mouraient durant ce temps-là. Ah, l'autre, il dit, vif ou mort, je vais vous rembourser. En tout cas, il a fini assez par convaincre Fraser d'y donner ces affaires-là à crédit. Puis là, il est parti. Il est parti en canot. Le soir, le capitaine Fraser, il avait son ami, le capitaine Lacorne, qui venait veiller avec lui. Ça, c'était un Français. Puis Fraser puis Lacorne, ils s'étaient battus tous les deux sur les plaines d'Abraham. Puis Lacorne, il avait même blessé Fraser à l'épaule. Mais ils étaient devenus des amis. Par la suite, une fois que la guerre a été finie, ils sont devenus des amis. Puis là, Fraser, il compte ça à Lacorne. Il dit, « Hey, il dit, tu sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui? » Il dit, « J'ai fait de crédit. » L'autre, il dit, « Ça se peut pas, tu t'en fais jamais de crédit. » Il dit, « Oui. » Puis là, il compte son histoire. « J'ai fait de crédit à Martial Dubé pour telle et telle raison. Il était pauvre. » Puis bon, il a réussi à m'attendrir. Fait que là, Lacorne, il dit, « Je vais te donner un petit montant d'argent pour donner à la mère de Martial Dubé. » Puis là, bien, Fraser, il dit, « Je vais faire pareil pour qu'elle puisse passer l'hiver, vu que son garçon était parti. » Puis là, bien, il était 11 heures. Lacorne, il part. Là, Fraser, il fait le tour de son magasin avec sa lampe à l'huile. Hein? On n'a pas l'électricité, on est en 1764. Il fait le tour de son magasin comme à tous les soirs pour voir si tout est à l'ordre, pour pas qu'il y ait de voleurs, des fois, toutes les fenêtres bien fermées et tout. Il voit-tu pas, toi, dans le fond du magasin, Martial Dubé qui est là, puis qui se tient la tête comme ça, toute triste. Il s'approche, mais il voit qu'il est bien blême. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais là, Martial? Je t'ai pas vu rentrer. » Martial, il dit, « C'est bizarre, hein? Parce que là, il y avait des paroles qui se disaient, mais c'était comme si c'était juste dans la tête de Fraser. Il n'y avait pas de son. Il parlait, mais il entendait juste ça dans sa tête. Je me suis noyée cet après-midi dans l'anse de Sainte-Croix. Et puis, je suis venue payer mon dû. Je vous avais dit, mort ou vif, je vais revenir vous payer. Je suis venue vous payer ce que je vous dois. Puis là, il lui a expliqué qu'il avait laissé à Lévis, il a dit dans telle maison, une petite boîte avec des effets personnels. Il dit, vous vous payerez avec ces effets-là. Puis là, il a disparu. Hey, vous comprenez, Fraser, là, le cœur, il débattait, hein, avoir vu un fantôme, là, ouf! Fait que là, son logement est en haut de son magasin. Il monte l'escalier, puis rendu en haut, il dit ça à sa femme. Il compte ça. Hey, Martial Dubé, il m'est apparu, puis il m'a dit qu'il s'était noyé. Elle dit, il faut tout de suite faire une prière pour les morts, on va y faire une prière. Ils ont fait une prière. Puis là, après ça, il a dit, Dubé, là, il m'a conté quelque chose, mais que je te dirai ça juste quand je vais venir pour mourir. 15 ans plus tard, on est en 1779, Fraser, il s'était acheté une belle terre à Beaumont. Puis là, il y avait des employés qui travaillaient pour lui, puis il habitait là. Puis une bonne journée, on était au mois d'octobre, 21 octobre, 1779. Il s'en va voir ses employés qui travaillaient. Puis en revenant, il décide de s'arrêter. Il y avait un beau petit ruisseau qui passait avec une grosse roche, proche, pas loin de chez lui. Il décide d'aller s'asseoir un petit peu sur la roche, puis de regarder le ruisseau. Il est resté là à peu près une demi-heure. Quand il est revenu vers chez eux, il a croisé un de ses employés. Son employé dit, « Il est donc ben blême, qu'est-ce qui se passe? » Rendu chez eux, là, bien, Fraser, il a ouvert sa porte de maison. Il y avait une corne. Avec sa corne-là, le matin, il criait, « Ouh, ouh! » Il appelait les gens pour qu'ils viennent travailler. Là, il a fait ça. Il a crié avec sa corne. Là, tout le monde est arrivé, il pensait qu'il y avait le feu quelque part, parce que là, tu ne criais pas de même pour rien. Ils sont tous arrivés. Là, il a demandé à ses enfants, toute sa femme, tout le monde d'être là. Puis là, il leur a dit, « Martial Dubé m'a apparu sur la roche près du ruisseau, puis il m'a annoncé que j'étais pour mourir à soir au coucher du soleil. » Bien là, voyons donc, le monde, il dit, « Ça se peut pas. Vous n'êtes pas malade, vous avez juste 41 ans, vous n'êtes pas malade. » Il dit, « Il m'a apparu, puis il m'a dit ça, puis allez chercher le curé. » Fait que là, il a envoyé un employé chercher le curé est arrivé. Et puis là, ils se sont mis dans une petite pièce, puis il s'est confessé tout, s'est préparé. Hein, il a dit, là, je prends pas de chance, la mort s'en vient. Et là, bien, il dit à sa femme, il dit, te rappelles-tu, quand j'avais vu Martial Dubé, bien, il m'avait dit qu'il viendrait m'annoncer la journée de ma mort, puis il est venu. C'est ça que je voulais pas te dire, que je te dirais juste quand je serais pour mourir, bien, c'est ça. Et puis là, quand ça a été la fin de la journée, là, il s'est installé dans son fauteuil face à la fenêtre, là, où le soleil descendait, puis au coucher du soleil, il est mort une crise cardiaque. Puis depuis ce temps-là, tous les fraiseurs, là, quand ils viennent pour mourir, ils se font dire l'heure de leur mort par Martial Dubé.
Hey, il y a une autre affaire aussi qui s'est passée. Ici, à Saint-Pascal, la maison O'Leary, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Quand on prend l'avenue Taché, non, c'est l'avenue Patrie puis la rue Taché, juste au coin, là, où est le Provigo, sur une petite colline, là, sur une petite butte, là, il y a une grande, grande maison en briques, là. Ça, c'est la maison O'Leary. Elle a été construite par James O'Leary, qui était docteur, en 1860-61. Quand il a construit ça, lui, il a fait tout de suite 2 appartements dans cette maison-là, dans le sens 2 loyers. Son garçon vivait d'un côté, puis lui, il vivait de l'autre. C'était séparé en 2. Son garçon, c'était Timothée. Et puis, il y avait une grande terre à l'époque. Le docteur O'Leary, il y avait une ferme. Son garçon cultivait la ferme. Et puis, en 1911, c'est les petits-enfants du docteur O'Leary qui sont là, Edmond et Édouard. Edmond, il a une grosse famille, il a 8 enfants. Il prend soin de sa mère, puis il garde sa sœur, puis il reste dans une partie de la maison. Édouard, lui, il a juste 3 enfants. Puis ils vivent tous les 2, ils sont cultivateurs sur cette terre-là. Puis là, Édouard, il se dit, ça fait pas une grosse terre pour être 2 grosses familles, surtout mon frère, il a beaucoup d'enfants, tout ça. Il dit, je vais aller tenter ma chance aux États-Unis. Tout d'un coup, que je serais capable de faire mieux aux États-Unis qu'ici, que je gagnerais mieux ma vie. Fait que là, il se décide à partir, il commence à préparer tout le bagage. Et puis là, il envoie sa petite fille, Élisabeth, faire une commission. Et la commission qu'elle allait faire, c'était le long du chemin de fer, mais dans la partie est du village. Fait que pour faire ça, elle partait, la maison O'Leary. Là, elle arrivait à l'église. Vous savez qu'il y a un cimetière alentour de l'église. Elle traversait le cimetière, puis elle passait dans les champs, puis elle se rendait à la maison où elle devait aller faire la commission. Puis quand elle est revenue, quand elle est repassée dans le cimetière, elle a rencontré un homme, un vieillard. Il avait une barbe blanche, des cheveux blancs, tout bien habillé, distingué et tout. Quand elle est arrivée chez eux, elle a dit ça à ses parents qu'elle avait rencontré un homme dans le cimetière. Puis la description qu'ils ont faite, eux autres, ils ont reconnu que c'était le grand-père d'Edmond puis d'Édouard, l'arrière-grand-père de la petite Élisabeth, le docteur O'Leary, James O'Leary. Ils ont reconnu d'après la description qu'ils ont faite, ils ont dit « Coudon, c'est le grand-père ». Mais là, elle n'a pas dit ce qu'il y avait compté. Mais elle était déjà très pieuse, mais elle s'est mise à être plus pieuse encore, puis aller beaucoup à la messe, puis faire bien des prières. Puis là, elle disait à ses parents, ça ne sert à rien d'aller aux États-Unis, il va falloir qu'on revienne tout de suite. Puis eux autres, ils pensaient que c'est parce qu'elle ne voulait pas laisser ses petites amies, c'était normal aussi, là, s'en aller loin de même, tout ça. Fait qu'ils sont partis au mois de novembre 1911. Là, la partie de la maison où Édouard habitait, bien, ils l'ont louée à Flavius Ouellette. Flavius Ouellette, qui était le beau-frère d'Edmond et O'Leary, qui vivait juste à côté. Et puis, dans le mois de janvier 1912, vers le 31 janvier 1912, tout d'un coup, il a entendu un gros bruit dans la cave. Fait que là, Ouellette est allé voir O'Leary, puis elle dit « C'est toi qui as fait ce bruit-là? » Les autres, ils disent « Non, c'est vous autres qui avez fait ce bruit-là. » Il n'y avait personne qui avait fait de bruit dans la cave, ils ne savaient pas c'était quoi ce bruit-là. Puis il s'est mis à avoir du bruit dans la cave, la nuit. Et puis là, 2 jours après, ils ont reçu un télégramme. Ça venait des États-Unis, qui disait que la petite Élisabeth était décédée, était morte. Et puis là, eh bien, Édouard, ils sont revenus. Elle avait bien dit, ça ne sert à rien d'aller aux États-Unis, on va revenir. Ça ne sera pas long qu'on va revenir. Hein? Bien, ils sont revenus parce qu'elle était enterrée ici, dans le cimetière. Mais là, ils avaient loué la partie de la maison à Flavius Ouellette. Fait qu'ils étaient tous dans l'autre partie de la maison. Ça faisait du monde dans cette petite partie-là, ils étaient tous entassés. Puis Flavius Ouellette, lui, il gardait avec lui le frère de son épouse, Napoléon Dumont. Puis une bonne journée, Flavius et son épouse sont partis puis ont laissé Napoléon tout seul. Il avait à peu près 15-16 ans. Il allait ici à l'école à Saint-Pascal, c'est pour ça qu'il le gardait. Fait qu'un bon soir, il savait qu'il y avait toujours du bruit dans la cave, il était tout seul. Il s'est dit, je vais promettre un chapelet si la petite Élisabeth n'a fait pas de bruit dans la cave cette nuit. Il n'y a pas eu de bruit. Le lendemain, il a oublié de dire son chapelet. Quand le soir revient, il est encore tout seul. Ça s'est mis à faire du vacarme. Il s'est dépêché à dire son chapelet. Le bruit a arrêté. Puis à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais eu de bruit dans la cave de la maison O'Leary. Spécial, hein? Elle était venue leur dire qu'elle était morte. Puis en tout cas, elle ne voulait pas quitter. Hein? Puis voyez-vous, là, elle est revenue hanter un petit bout de temps à la maison. Hey! Mais il y a des affaires encore plus épeurantes que ça, des fois, qui arrivaient. Ben, moi, je trouve que c'était plus épeurant encore. Ça se passe, c'est le bonhomme sans terre. Le bonhomme sans terre, lui, là, il était rendu âgé, puis il s'était donné. Ça veut dire se donner, là. Des fois, tu te donnais à un de tes enfants, ou si tu n'avais pas d'enfant, bien lui, il n'avait pas d'enfant, il s'était donné à son neveu et à sa nièce. C'est-à-dire qu'il donnait sa maison, sa terre, tous ses biens, mais eux autres, il fallait qu'ils prennent soin de lui, parce qu'il était rendu âgé. C'est ça, se donner.
Fait qu'il s'était donné à son neveu Isaac Lagacé. Puis là, le bonhomme sans terre, là, il filait pas, il était vieux, puis il commençait à moins bien filer. Un bon soir, que Isaac était parti, il était sorti, le bonhomme sans terre, il file de plus en plus mal. Là, Mme Lagacé a dit à son fils François, elle a dit, tu vas aller chercher le curé. François, il avait à peu près 15 ans. Puis c'était justement l'automne, le temps où on sait qu'il y a des revenants puis toutes sortes d'affaires. Ça ne tentait pas beaucoup le soir de partir à noirceur, il faisait noir. Il attelle son cheval, le cheval, puis tout ça, sa voiture, puis il part chercher le curé. Là, il pensait à des affaires de lutin, de loup-garou, de feu follet. Tu sais, les affaires, je vous ai déjà comptées. Il pensait à tout ça. Il avait hâte d'arriver au presbytère. Rendu au presbytère, il dit ça au curé, il dit, le bonhomme sans terre, là, il est bien malade, il faudrait que vous veniez pour le confesser puis lui donner les derniers sacrements. Dans le temps, on disait l'extrême onction puis tout ça. Le curé, il dit, c'est correct. Il embarque avec lui. Et là, François, il était content. Il s'est dit, j'ai le curé avec moi, plus de danger. Plus besoin d'avoir peur des lutins puis de ces affaires-là puis des loups-garous. Là, j'ai le curé avec moi. Ils partent. Tout d'un coup, coudonc, le chemin est bizarre. Il se reconnaît plus. Il ne reconnaît plus les maisons. D'un coup, il est comme dans une sorte de forêt, mais avec des arbres, tout rabougris. Il n'a jamais vu ça, des sortes d'arbres de même. C'est bizarre. Puis là, le cheval avance, puis arrête, puis avance, puis arrête. Il regarde le curé dort, lui. Il dit au cheval, avance. Là, tout d'un coup, le cheval ne veut plus avancer, puis il ne veut vraiment plus avancer. Puis là, il ne se reconnaît plus. Il dit, je ne connais pas ce chemin-là, où c'est que je suis rendu? Là, tout d'un coup, juste en avant, là, deux autres, là, du cheval, là, dans le chemin, là, il y a un cercueil qui est sorti de la terre. Puis c'était tout illuminé. Là, le curé avait beau dormir, là, il s'est dit, je le réveille. Il réveille le curé. Le curé se lève, puis il débarque. Bien, il se lève, c'est façon de parler, hein, il débarque de la voiture. Et puis là, il s'en va. Le François le suit bien tranquillement en arrière. Et puis là, le curé, il dit, si tu viens du démon, va-t'en. Si tu viens de Dieu, on va te dire des prières pour toi, fantôme. Fait quand il a dit, si tu viens du démon, il ne s'est rien passé. Mais quand il a dit, si tu viens de Dieu, là, ça s'est illuminé encore plus. Le cercueil, il y avait encore plus de lumière. Fait que là, le curé s'est mis... Lui, François, il entendait le curé parler, mais c'est comme s'il parlait à quelqu'un, mais j'imagine que le curé, ça y parlait dans la tête, lui aussi. Là, hein? La personne qui était dans le cercueil, il parlait dans sa tête. Puis le curé, bien, François, il entendait juste les réponses. « Ah oui, c'est de ma faute. OK, je vais réparer ça demain. » Puis là, quand il a dit « je vais réparer ça demain », là, le cercueil a disparu. Puis là, il a dit à François, on va faire une prière. Il appelait ça un de profundis, une prière pour les morts. Faites une prière pour les morts. Puis là, ils ont parti. Mais là, tout était revenu correct. Le chemin, tout était beau. Il n'y avait rien là d'inhabituel. Il s'est reconnu, il a reconnu les maisons, il a tout reconnu. Fait que là, il est parti, il s'est en allé chez eux. Là, le curé est arrivé. Là, il s'est occupé du bonhomme sans terre. Il l'a confessé, puis il a donné le dernier sacrement. Il a dit, si jamais il vient à mourir, bien, il va être en règle pour aller passer l'autre bord. Et puis là, entre-temps, Isaac, le père de François, est arrivé. Avec là, c'est Isaac qui était reconduire le curé. François, il était content. Ça ne tentait pas en tout de repartir, puis de ces affaires de cercueil-là, puis tout ça. Oh là là! Et il était avec le curé, imagine-toi donc, puis un cercueil qui t'apparaît. Il pensait qu'il n'y aurait pas de danger avec le curé. Ça ne tentait pas du tout de ressortir. Fait que son père est allé conduire. Il est revenu. Quand il est revenu, bien là, François, il dit, as-tu eu des problèmes, papa? Il dit, non, tout était beau, pas eu de problème. Pourquoi tu veux dire? Pourquoi j'aurais eu des problèmes? Et il compte cette affaire de cercueil-là. Oh, bien, il dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? Fait que là, bien, ils l'ont su le lendemain, c'était quoi? Le lendemain, là, le curé y est allé. Quand on enterrait des gens, des fois, il avait trouvé un noyé sur le bord du fleuve. Puis il ne savait pas c'était qui, le noyé. Fait qu'il ne savait pas s'il était catholique ou s'il était protestant. Puis sur lui, il n'y avait pas de médaille, il n'y avait rien qui pouvait dire de quelle religion il était, un chapelet ou quelque chose qui aurait pu dire de quelle religion il était. Fait qu'il l'avait enterré dans la partie du cimetière qui était non bénite. Mais en réalité, c'était un bon catholique. Puis il est apparu au curé pour lui dire « Hey, moi, je ne veux pas rester dans la partie non bénite, je veux retourner dans la partie bénite. » C'était ça qu'il disait au curé que François n'avait pas entendu. Le lendemain, le curé il a fait exhumer. Alors, ils ont sorti de terre le fameux noyer qu'on ne connaissait pas, puis ils l'ont ramené dans la partie bénite du cimetière. Puis, pas longtemps après, ils ont entendu dire que le colporteur, il était disparu. Le colporteur, c'est quelqu'un qui passe de maison en maison, là, puis qui vendait de maison en maison. Mais c'était lui. Il s'était fait attaquer par quelqu'un qui pouvait voler sa marchandise puis son argent, et puis qu'il l'avait laissé là abandonné.
Puis il était revenu leur dire, mettez-moi en terre consacrée, en terre bénite. Une autre affaire de cercueil, ici à Rivière-Ouelle, là, Clément Gagnon, on est à l'automne, il descend sa pêche anguille. C'était à la pointe de la Rivière-Ouelle, puis là, il arrive dans la partie qui n'a plus de maison, puis où il y avait du bois à l'époque. Tout d'un coup, il y a un cercueil devant lui dans le chemin. Mais là, il n'ose pas passer par-dessus, l'enjamber. Il va passer à droite, passer à gauche, le cercueil il se déplace tout de suite. Là, il a vu un petit chemin qui s'en allait dans l'érablière à Petit-Michel. Il a pogné le chemin qui s'en allait là, puis il est descendu par là, à sa pêche. Rendu en bas à sa pêche, toi, il entend un fracas épouvantable. Ça s'est emmené, toi, une grosse voiture noire, un corbillard, 2 chevaux noirs, ça a dévalé, même pas dans le chemin, dans le roc, là, ça passait là, dans le rocher, au travers des arbres, avec un homme tout habillé en noir. Et puis là, quand ça passait à côté de lui, là, les chevaux, là, il y avait de la flamme qui leur sortait par les naseaux. À l'Hirou, ça faisait de la flamme et tout ça. Puis ça traversait sur le fleuve, là, c'était comme si ça avait été gelé, le fleuve, là, vers la baie Saint-Paul. Ben, Clément Gagnon, il comptait ça, lui. On a ça. Clément Gagnon, il est vécu pour le vrai, puis il comptait ça. Il comptait ça à l'abbé Casgrain de Rivière-Ouelle. C'est lui, l'abbé Casgrain, qui nous a rapporté cet événement-là. Je ne sais pas si c'était encore un autre là, qui voulait être enterré en terre chrétienne ou quoi, là. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais il y avait lui aussi un cercueil de même qui est apparu. Avez-vous des questions? Qu'est-ce que ça vous dit, vous autres, ça? Oui? Moi, je trouvais toutes les histoires un peu mêlantes. Oui, c'est mêlant, cette affaire de cercueil-là? Oui, parce que c'est à cause que les personnages, genre... Il y a beaucoup de monde, hein? Oui, je disais, OK, c'est qui, lui, déjà? Oui, c'est certain. Dans les légendes, là, souvent, il y a bien du monde là-dedans. Les curés, puis du monde, puis des affaires qui apparaissent. C'est certain que ça peut être mêlant. Oui? Je parie que le gars qui dirige les chevaux avec du feu, Oui. là, ben, c'est le cavalier sans tête. Ah! Vu dans un autre film. Ça se peut, ça. Oui. Là, je ne sais pas s'il y avait une tête ou pas, lui, mais on avait déjà vu le prêtre sans tête l'autre jour. Pourquoi il n'y aurait pas eu un cavalier sans tête, hein? Ouais. Surtout à cette époque-là, l'automne. Il est tout noir, puis il coupait les têtes lui aussi pour apaiser tout. Les morts? Oui, de un. Et pour apaiser son âme. À lui? Oui, mon Dieu. Je ne voudrais pas le côtoyer, celui-là.